Des quartiers fantômes. Il y a à peine 3 ans, Djalola, au nord de l'Irak, comptait 80 000 habitants. Aux mains de l'État islamique jusqu'en 2014, les combattants kurdes ont depuis repris la ville. Fin 2015, une partie de la population a commencé à revenir. Mais difficile de reprendre une vie normale lorsque les cicatrices de la guerre sont encore bien présentes. Dans le marché de Djalola, les odeurs d'épices ne sont plus qu'un lointain souvenir. Je suis revenu récemment et tous ces magasins ont été brûlés. Nous avons réussi à réparer les dégâts et à réouvrir notre boutique. Il y a encore beaucoup de gens absents, mais grâce à Dieu, la situation va s'améliorer. L'escalade de la violence a entraîné la fuite de millions d'Irakiens. Aujourd'hui, ils sont plus de 3 millions de déplacés. Partir et laisser derrière soi sa maison, sa terre, ses amis, c'est ce qu'a fait Ahmed, 64 ans, agriculteur et père de 10 enfants. Il n'a pas eu le choix lorsque l'État islamique a occupé sa ville natale, Ramadi. Tout le monde a fui, en voiture ou à pied. Ma voiture était en panne, donc j'ai appelé mon beau-fils. Il est venu chercher la famille. Je suis resté à la maison. Le lendemain, j'ai été blessé par un tir de mortier. On m'a amené à l'hôpital où j'ai été opéré. En octobre 2014, Ahmed perd son fils tué par un sniper. Un événement qui a traumatisé son deuxième fils. Depuis, il fait régulièrement des crises d'épilepsie. Sa fille, elle, a perdu son enfant et son mari dans un bombardement qui a tué 9 membres de sa famille. J'ai perdu tout espoir. Depuis que ma fille et mon mari sont morts, tout est fini. Ahmed a rendez-vous aujourd'hui à la clinique mobile MSF. Si l'intensification du conflit en Irak complique fortement le travail des ONG, les équipes MSF continuent de répondre aux besoins humanitaires des populations déplacées. Les infrastructures ont été partiellement ou totalement endommagées, ce qui réduit considérablement l'accès aux soins pour ces personnes. On ne peut vraiment pas abandonner les Irakiens. Bouleversé par la violence dont il a été témoin, Ahmed ne rêve aujourd'hui que d'une seule chose, rentrer chez lui à Ramadi avec toute sa famille, quitte à retrouver une région dévastée. 40 à 60% de la ville serait aujourd'hui détruite. Piégé dans une zone d'à peine 25 km². D'un côté, à 5 km, la ligne de front avec l'État islamique. De l'autre, le district d'Afrin, sous contrôle kurde, et la frontière turque, fermée depuis plus d'1 an. Seul un nombre très restreint de travailleurs médicaux et humanitaires est autorisé à la traverser. Ces Syriens n'ont désormais plus aucun endroit où aller. Aujourd'hui, les habitants d'Azaz ne peuvent compter que sur la Turquie. Nous appelons une nouvelle fois le gouvernement turc à ouvrir ses frontières pour ces personnes. Le système de santé, déjà dévasté, est proche de l'effondrement. Nous avons vu des marchés et des hôpitaux bombardés. Plusieurs personnes de notre staff médical sont elles-mêmes déplacées et ont rejoint des dizaines de milliers de personnes qui fuient et s'installent dans les camps de déplacés surchargés ou dans des zones où ils n'ont pas accès aux services minimums. Le 27 mai dernier, MSF a dû évacuer les patients de l'hôpital d'Al-Salama et fermer l'établissement car les lignes de front se rapprochaient. Des files d'attente interminables. Les équipes MSF s'activent pour vacciner les habitants de cette ville portuaire. Notre population cible, c'est les enfants âgés de 9 mois jusqu'aux adultes, donc ça fait beaucoup. On a 69 équipes sur le terrain qui vont vacciner, et chacune va vacciner environ 1000 personnes par jour. Vaccination, mais aussi lutte chimique pour tuer les gîtes larvaires et les moustiques adultes, vecteurs de la maladie. On va fumiguer sous forme aérosol un insecticide pour tuer les adultes
On va aussi utiliser des larvicides dans des endroits où il y a de l'eau stagnante qu'on ne peut pas abolir ou qu'on ne peut pas complètement détruire. Et on va aussi pulvériser à l'intérieur des maisons, des écoles, des hôpitaux par exemple. La fièvre jaune est une maladie hémorragique virale grave. Il n'y a pas de traitement spécifique. La prévention par la vaccination et la lutte antivectorielle restent donc les meilleures armes contre la maladie. La fièvre jaune fait partie de la famille des fièvres hémorragiques, comme la dengue ou Ebola. C'est une maladie causée par un virus, transmis par les moustiques Aedes. Seules les femelles transmettent la maladie, elles piquent essentiellement le jour. On retrouve la fièvre jaune dans les zones tropicales d'Amérique et en Afrique. Dans environ 80% des cas, l'infection ne provoque aucun symptôme ou des symptômes très légers qui ressemblent à ceux d'une grippe classique ou d'un paludisme. Ils disparaissent la plupart du temps au bout de 3 à 4 jours. Dans environ 20% des cas, la fièvre jaune peut revêtir une forme beaucoup plus grave. D'autres symptômes apparaissent, jaunissent, d'où le nom de fièvre jaune, troubles rénaux, hémorragie, convulsions, voire coma. Dans cette phase, entre 25 et 50% des malades décèdent. Au total, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 30 000 à 60 000 personnes meurent chaque année de la fièvre jaune. Une maladie difficile à diagnostiquer, les symptômes seuls ne suffisent pas, une prise de sang doit être faite et envoyée à quelques laboratoires spécialisés. Bien que l'on connaisse l'existence de cette maladie depuis 90 ans, il n'y a pas encore de traitement du virus en lui-même. On aide simplement le patient à surmonter la maladie en traitant les symptômes. La prévention est donc fondamentale. Pour limiter le risque de piqûre, il est nécessaire d'avoir une bonne protection personnelle. Les activités de lutte antivectorielle qui visent à contrôler les moustiques sont également importantes. Il s'agit par exemple d'éliminer l'eau stagnante qui favorise la ponte des moustiques. La fumigation et la pulvérisation d'insecticides visent quant à elles à détruire les gîtes larvaires et tuer les moustiques adultes. Autre outil de prévention, le vaccin. Très ancien, peu coûteux, il atteint près de 100% d'efficacité un mois après la vaccination avec une seule injection. Il confère une immunité à vie. C'est un vaccin délicat à produire. Il faut tout d'abord injecter le virus dans des œufs de poule embryonnés. Ces œufs sont ensuite placés dans des incubateurs pendant 3 jours environ pour permettre au virus de se multiplier. Le blanc d'œuf, qui contient alors des millions de virus vaccinaux, est ensuite récolté et le virus est séparé puis rendu inoffensif. On peut ainsi obtenir entre 100 et 300 doses de vaccin pour chaque œuf embryonné. Une fabrication complexe et relativement longue. De plus, la demande du vaccin étant fluctuante, les laboratoires n'en produisent pas en très grande quantité. Cette faible disponibilité est source d'inquiétude, car la vaccination massive de millions d'Angolais et de Congolais menace les stocks mondiaux d'épuisement. Une piste est envisagée, l'utilisation de doses fractionnées de vaccins. Une première étude menée sur l'un des vaccins a montré qu'en divisant les doses par 5, il donnerait toujours une immunité satisfaisante. Mais des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer l'efficacité de cette méthode. Je suis arrivé le dernier jour du déménagement entre l'ancien camp de Grande-Sainte, qui était une jungle boueuse, insalubre, et j'ai été touché de voir quelques jours après tous les bénéficiaires qui venaient d'investir leur cabane sur le nouveau camp venir spontanément et dire "Oh my friend, it's a good place, it's dry, no trouble now, no more mud." Ça, c'était très émouvant de voir que ces gens, tout d'un coup, ils retrouvaient une dignité. Et oui, ça, c'est quelque chose qui touche. Mais c'est tellement fragile. Peut-être que ce camp, dans 15 jours, on n'en parlera plus.
C'est ça qui est frustrant aussi. Je suis un Français gascon, avec des idées politiques, avec une action sur la politique locale. Et de voir que nous, Médecins sans frontières, on est obligés d'intervenir sur la France, alors qu'on est un pays développé, qu'on a été capable dans les années 70, en 79, d'accueillir 120 000 boat people sous une droite conservatrice. Et de voir qu'aujourd'hui, un gouvernement de gauche n'est pas capable de gérer le destin de quelques milliers de migrants, ça me met hors de moi, parce que c'est facile à faire, si c'est fait intelligemment, si on est pétri d'humanisme. Et moi, il y a une phrase qui me vient de Jaurès, qui dit « Le pouvoir se mesure à l'audace ». Nous, on a eu l'audace, le maire de Grande-Synthe a eu l'audace de lancer ce camp. On a eu l'audace d'investir là-dedans et de se lancer dans l'aventure. Mais où est l'audace de l'État ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ?